Parfois, une défaite ne se joue pas le jour du match, elle se prépare en silence, des mois, parfois des années avant. Et si le vrai problème n'était pas le talent, ni le sélectionneur, ni même les joueurs, mais les choix invisibles, les décisions qui ne font pas la une jusqu'au jour où tout s'effondre. Il y a une question qui brûle les lèvres de plus en plus de supporters. Comment une nation capable d'organiser une Kéane grandiose peut-elle être aussi maladroite dans l'organisation de ses matchs amicaux ? Parce que oui, il faut oser le dire, c'est devenu un point noir chronique, presque structurel. On parle d'une sélection finaliste de la CAN, demi-finaliste de Coupe du Monde. Une équipe censée avoir changé de dimension. Une équipe qui n'est plus censée remplir un calendrier, mais préparer des batailles mondiales. Et pourtant, quand on regarde la liste des adversaires choisis ces dernières années, une impression domine. On navigue à vue. Les matchs amicaux ne sont pas du divertissement, ce sont des armes. Un grand tournoi ne se gagne pas seulement avec un système de jeu. Il se gagne avec des automatismes forgés contre la difficulté, contre l'intensité, contre des styles qui te mettent en danger. Avant la CAN, le Maroc devait s'endurcir, se confronter à des blocs rugueux, à des équipes physiques, à des adversaires capables de reproduire les pièges du football africain. Au lieu de ça, des oppositions qui ne simulent ni la pression, ni le chaos, ni l'impact. Résultat, le jour où les grosses nations arrivent, le niveau monte d'un étage et on découvre qu'on n'a pas répété ce scénario. Sur les grandes confrontations du tournoi, une seule vraie victoire, ce n'est pas un hasard, c'est une logique. Il y a un détail qui, en apparence, ne change rien au résultat d'un match, mais qui change tout à sa signification, le lieu. On peut parler de tactique, d'adversaire, de préparation physique. On peut analyser les systèmes, les transitions, les statistiques. Mais parfois, le véritable enjeu est ailleurs. Il est dans l'atmosphère, dans la symbolique, dans le message envoyé. Car au fond, une question s'impose. Pourquoi rejouer ailleurs quand tout devrait recommencer chez soi ? Le Maroc a investi des milliards dans des infrastructures modernes, des stades flambant neufs, des enceintes capables d'accueillir les plus grandes compétitions. On parle d'organisation ambitieuse, de projet national, de rayonnement continental. On promet une CAN historique. On parle de fierté, d'identité, de grandeur retrouvée. Et pourtant, au moment de revenir sur le terrain après une désillusion, au moment de regarder son public dans les yeux, on traverse la Méditerranée. Espagne, France, pelouse européenne, confort logistique, environnement familier. Bien sûr, la diaspora marocaine est immense, passionnée, vibrante. Personne ne remet en question sa légitimité, ni son amour du maillot. Un Marocain de Bruxelles ou de Madrid est tout aussi marocain qu'un Marocain de Casablanca ou de Rabat. Le débat n'est pas là, le débat est émotionnel. Car le football n'est pas seulement un jeu de passe et de pressing, c'est un lien viscéral entre une équipe et son peuple. Et après un échec, ce lien doit être réparé là où il a été fragilisé. Le vrai test, ce n'est pas un stade rempli à l'étranger avec une ambiance festive. Le vrai test, c'est le public local, celui qui a vécu la déception minute par minute, celui qui est rentré chez lui en silence après la finale, celui qui a défendu l'équipe dans les cafés, dans les familles, sur les réseaux, celui qui attend des réponses. Un grand joueur aime être applaudi. Un grand joueur accepte d'être sifflé parce que le très haut niveau fonctionne ainsi. Quand tu es bon, tu es porté. Quand tu es mauvais, tu es exposé. Il n'y a pas d'entre-deux. Jouer à domicile après un échec, ce n'est pas un risque, c'est une étape, une confrontation nécessaire, une forme de catharsis collective. Les sifflets, s'il y en a, ne sont pas une condamnation. Ils sont une exigence, une preuve que le public attend mieux, qu'il croit encore. Éviter cette pression, c'est peut-être gagner en confort immédiat, mais c'est perdre une opportunité de croissance. Dans le sport de haut niveau, on le sait, une erreur qui ne coûte rien est une erreur qui se répète. Si tu ne goûtes pas à la conséquence, tu n'intègres pas la leçon. Si tu n'affrontes pas ton public, tu restes dans une bulle. Et une équipe qui vise la Coupe du Monde ne peut pas vivre dans une bulle. Revenir à Casa, à Rabat, à Tanger, entendre la tension dans les tribunes, sentir l'exigence populaire, transformer cette pression en énergie. Voilà ce qui forge un groupe. Les grandes nations ne fuient pas leurs cicatrices. Elles les exposent, elles les transforment, elles les utilisent comme carburant. Rejouer à domicile après un échec, ce n'est pas s'exposer à l'humiliation. C'est affirmer, nous assumons.
nous apprenons, nous revenons plus forts. Parce qu'au bout du compte, une équipe nationale ne représente pas seulement 11 joueurs, elle représente un peuple. Et un peuple mérite qu'on vienne lui parler sur son propre terrain. Il faut savoir être lucide, même quand la passion parle plus fort que la raison. Oui, le choix de l'Équateur a du sens. Personne ne peut le nier. C'est une sélection sud-américaine moderne. Dense physiquement, agressive dans les duels, capable de presser haut, à l'aise techniquement, dangereuse en transition. Un adversaire qui te met sous contrainte, qui t'oblige à jouer vite, à réfléchir vite. Ce type de confrontation prépare une équipe à l'intensité internationale. Sur ce point, le staff est dans le vrai. Mais une préparation ne se juge pas sur un bon choix. Elle se juge sur la cohérence de l'ensemble. Et c'est là que le doute s'installe. Derrière l'Équateur, on enchaîne avec le Paraguay. Une équipe respectable, bien sûr. Sérieuse, accrocheuse. Mais dans le profil, on reste dans la même zone géographique, dans des registres proches, densité athlétique, bloc compact, transition directe, culture sud-américaine du duel. Le problème n'est pas le Paraguay en soi, le problème, c'est l'accumulation de similitudes. Or, une Coupe du Monde n'est pas une Copa América élargie. Ce n'est pas un tournoi régional. C'est un choc de culture footballistique. Dans Coupe du Monde, il y a une vérité simple. Tu dois affronter des styles que tu ne maîtrises pas encore. Des équipes européennes disciplinées, capables de fermer tous les espaces. Des blocs anglo-saxons qui vivent de jeux directs, de duels aériens, d'impact physique permanent. Des nations structurées tactiquement où chaque mouvement est répété, calibré, presque mécanique. Des pressings organisés, coordonnés qui t'étouffent sans faire de bruit. Dans ton groupe, il y a le Brésil. D'accord, l'Équateur peut servir de repère régional, un miroir imparfait mais utile. Mais qu'en est-il du reste ? Prenons l'Écosse. Ce n'est pas une équipe glamour, mais c'est une équipe inconfortable. Jeu direct, centre répété, engagement total, deuxième ballon, duel aérien, intensité émotionnelle permanente. Qui simule ça dans la préparation actuelle? Qui t'oblige à défendre bas sous une pluie de centre? Qui te force à gagner les deuxièmes ballons sous pression? Qui te teste dans la rudesse des contacts européens? C'est là que des noms comme Norvège, Suisse, Autriche, Angleterre prennent tout leur sens. Pas pour le prestige, pour le profil. Ces équipes te sortent de ta zone de confort. Elles te posent des questions différentes. Elle t'oblige à défendre autrement, à presser autrement, à gérer le tempo autrement. Une grande préparation ne cherche pas à rassurer. Elle cherche à exposer les failles avant que l'adversaire officiel ne le fasse. Pendant ce temps, d'autres sélections africaines, moins médiatisées, moins attendues, réussissent à multiplier les oppositions variées. Elles voyagent d'un style à l'autre. Elles testent leurs limites. Ce contraste interroge forcément. Et puis, au-delà du terrain, un autre silence pèse. Après un échec à domicile, le public n'attend pas des excuses. Il attend une voix, une lecture, une direction. Aujourd'hui, le malaise ne vient pas seulement des choix sportifs. Il vient de l'absence de parole. Pas de grandes conférences pour expliquer la suite, pas d'analyse publique posée, pas de message structuré qui dit « voilà ce que nous avons compris, voilà ce que nous changeons, voilà où nous allons ». Dans le football moderne, la communication n'est plus un détail, c'est une composante du leadership. Un sélectionneur ne dirige pas seulement un vestiaire, il incarne un projet national, il gère une émotion collective. Assumer ne veut pas dire se flageller. Assumer, c'est expliquer la route, même quand elle est difficile. Parce qu'un peuple peut accepter une défaite, il accepte plus difficilement le silence. Et dans cette période charnière, entre la désillusion passée et la Coupe du Monde à venir, ce dont l'équipe a besoin, ce n'est pas seulement de bons matchs amicaux, elle a besoin de cohérence, de diversité dans la préparation et d'une parole forte qui transforme le doute en cap clair. Il y a des vérités qui dérangent parce qu'elles ne se voient pas dans le score final. Des vérités qui ne font pas la une le soir d'un match, mais qui expliquent tout quand vient l'heure des grandes désillusions. Et celle-ci en est une. Le vrai danger pour une grande équipe, ce n'est pas de perdre, c'est de mal apprendre. Perdre fait partie du sport de haut niveau. Les plus grandes nations, les plus grands entraîneurs, les plus grandes générations ont connu des revers. La défaite, quand elle arrive au bon moment, contre le bon adversaire, dans les bonnes conditions, devient un outil. Une leçon brutale, parfois douloureuse, mais précieuse. Le problème commence quand la préparation te ment.
Un match amical trop facile, c'est un miroir déformant. Les circuits fonctionnent, les attaquants brillent, les statistiques rassurent. On a l'impression de progresser. On sort du terrain avec des sourires, des certitudes, des discours positifs. Mais en réalité, on a évité les vraies questions. Qui résiste quand le rythme s'emballe? Qui gagne les duels quand l'adversaire ne recule plus? Qui garde la tête froide quand le plan A ne marche pas? Qui tient mentalement quand le public devient hostile, quand le match devient sale, décousu, étouffant? Un match amical faible, c'est un mensonge confortable. Il protège l'ego, il flatte les impressions, il donne l'illusion de maîtrise. Mais le très haut niveau ne pardonne pas les illusions. À l'inverse, un match amical dur, même perdu, est une vérité utile. Il expose les limites, il révèle les manques, il met le staff devant ses responsabilités. Il oblige les joueurs à sortir de leur zone de confort. Il crée de l'inconfort aujourd'hui pour éviter la panique demain. C'est dans ces matchs-là qu'on apprend à souffrir ensemble, à défendre quand les jambes brûlent, à rester compact quand le plan vacille, à gérer un match où rien ne tourne en ta faveur. Aujourd'hui, le Maroc donne une impression paradoxale, une équipe talentueuse, séduisante, capable de séquences de très haut niveau, des individualités brillantes, une identité qui se dessine. Mais aussi une équipe qui semble évoluer dans un environnement trop maîtrisé, trop protecteur, comme un élève brillant à qui on évite les examens les plus difficiles jusqu'au jour de l'examen final. Or, une Coupe du Monde, c'est un choc, pas seulement technique, mental, physique, émotionnel, tactique. Tout s'accélère, tout se resserre, les espaces disparaissent, les erreurs coûtent immédiatement. Et à ce niveau-là, tu ne joues pas comme tu aimerais être, tu joues comme tu as été préparé à souffrir. C'est pour ça que la vraie ambition ne se mesure pas dans les victoires faciles de mars ou de juin. Elle se mesure dans le courage de choisir des adversaires qui te mettent en danger, qui t'exposent, qui te forcent à regarder tes failles en face. Parce qu'une grande équipe ne cherche pas à se rassurer, elle cherche à se renforcer. Et parfois, la meilleure façon de protéger un groupe, c'est justement d'arrêter de trop le protéger. Et pourtant, il faut le dire clairement pour éviter toute confusion. La critique n'est pas une trahison. Remettre en question certains choix ne signifie pas renier le travail accompli. On peut reconnaître ce que ce sélectionneur a apporté. On peut saluer un parcours historique. On peut croire sincèrement que cette génération a encore quelque chose de grand à écrire. On peut vouloir de la stabilité, de la continuité, de la confiance. Mais aimer une équipe nationale, ce n'est pas l'applaudir les yeux fermés. Aimer dans le football comme ailleurs, c'est aussi exiger plus de cohérence, exiger plus d'ambition dans les choix, exiger une préparation à la hauteur des objectifs affichés. Car quand une nation affirme vouloir s'installer durablement parmi les grandes, elle ne peut plus penser comme un outsider. Elle doit agir comme une référence. Une grande nation ne programme pas ses matchs amicaux pour soigner son image. Elle les programme pour se mettre en difficulté. Elle cherche l'inconfort volontaire. Elle accepte le risque d'un résultat négatif si cela sert la progression. Elle préfère un avertissement en mars qu'un choc brutal en Coupe du Monde. L'histoire du football est remplie d'exemples. Les sélections qui marquent leur époque sont celles qui ont appris à souffrir avant les grands tournois, celles qui ont testé leurs limites, celles qui ont connu des soirées compliquées, des matchs où rien ne tournait rond et qui en sont sorties plus fortes. Parce que le très haut niveau est impitoyable. En mars, un mauvais choix passe presque inaperçu. En juin, on parle de rodage. Mais en Coupe du Monde, chaque détail devient fatal. Un duel mal anticipé, un pressing mal géré, une équipe surprise par un style qu'elle n'a jamais vraiment affronté. Et à ce moment-là, on comprend une chose essentielle. Ce que tu as évité dans la préparation te rattrape sur la plus grande scène. C'est pour cela que l'exigence n'est pas un caprice de supporter. C'est une preuve de maturité. Cette génération marocaine a le talent, elle a l'expérience, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grandes nations. Justement pour cette raison, elle mérite une préparation à la hauteur de ses ambitions. La stabilité est importante, la confiance aussi, mais la complaisance est dangereuse. On peut vouloir que le sélectionneur reste. On peut croire au projet, on peut défendre l'idée d'un cycle qui continue, mais cela n'empêche pas de dire « faisons mieux ». Osons plus, préparons plus dur, parce qu'au sommet, la différence ne se joue pas sur le talent brut, elle se joue sur les détails que tu as anticipés et ceux que tu as négligés. Et si le Maroc veut franchir un nouveau palier, il devra accepter cette vérité simple. Les grandes nations ne se rassurent pas avant une Coupe du Monde, elles s'endurcissent